Nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Bonsoir, bienvenue à tous. L'invité du jour, il est jeune, il est docteur en pharmacie, titulaire d'un DEA en biochimie, d'une licence en droit et en management, actif sur le terrain des récentes luttes du peuple burkinabé. Avec des camarades, il vient de créer le FPR, le Front patriotique pour le renouveau, présenté le 28 avril dernier à la presse. Aristide Ouedraogo, président du Front patriotique pour le renouveau, donc, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Aubin Djebré. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie également d'avoir porté un intérêt particulier au FPR, ce nouveau parti que nous avons porté sur les fonds baptismaux. Et nous vous remercions de nous avoir invités pour participer à cette émission. Merci. C'est vrai que pour beaucoup de Burkinabés, on vous découvre avec le FPR, ce nouveau parti, mais Aristide Ouedraogo, c'est aussi un parcours, c'est un engagement, parfois dans la politique, mais aussi sur le mouvement, le terrain associatif. Oui, Aristide Ouedraogo, on le découvre maintenant parce que, comme l'ont dit en fait certains devanciers, il y a un temps pour tout dans la vie. Alors, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rester dans l'ombre, un temps pour s'afficher. Nous avons estimé qu'il était temps pour nous de nous afficher de manière officielle au sein de l'arène politique de Burkina Faso. Mais bien avant cela, nous avons officiellement fait partie d'un certain nombre de partis politiques, également d'un certain nombre de mouvements de la société civile. Au titre des partis politiques, nous pouvons dire que dès 2012, c'est vrai, nous parlons de manière officieuse parce que beaucoup de Burkinabés en fait ne le savent pas. Nous avons figuré sur la liste en fait des législatives en étant suppléants au titre des législatives en fait de 2012 avec en fait le parti PPB, Parti du peuple burkinabé, qui existe toujours, qui figure toujours sur la liste en fait des partis politiques de Burkina Faso, qui malheureusement nous avons espéré avec ce parti politique en son temps, dont les leaders, pour certaines raisons dont il n'est pas nécessaire de rentrer en profondeur sur ce plateau aujourd'hui, n'a pas pu se positionner, se cramponner sur la scène politique en fait burkinabé. Voilà, donc nous avons démissionné en fait de ce parti et nous avons estimé qu'il était bon temps qu'on reparte à la base. Et dans la volonté de repartir à la base, nous avons présidé aux destinées du mouvement pour le patriotisme, le civisme et la paix. Et ensuite, avec l'association Je m'engage pour ma patrie, et au titre de cette association, nous avons activement participé à la lutte héroïque en fait, du peuple burkinabé, à savoir l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Alors, après l'insurrection populaire, nous avons officieusement décidé de soutenir le MPP. Voilà, donc en ne nous affichant pas, mais comme bien d'autres personnes également. Et à un certain moment, nous avons très rapidement en fait déchanté. Et de manière concertée avec un certain nombre en fait, de camarades, après plusieurs discussions, plusieurs consultations, nous avons décidé de porter sur les fonds baptismaux le FPR qui est aujourd'hui né et reconnu officiellement par l'État burkinabé. Le choix de soutenir le MPP après l'insurrection, ça se justifie comment pour un jeune comme vous? Oui, parce que comme je prends l'exemple de celui qui officiellement a été condamné par la justice burkinabé, qui purge en fait sa peine d'une année ou X nombre d'années, et après sa sortie, la société se doit de l'intégrer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a purgé en fait une peine qu'il faut forcément jeter l'anathème sur lui. Nous devons estimer que cette personne en fait a payé sa dette vis-à-vis de la société et se doit naturellement d'intégrer la société, de jouer sa partition. Cela veut dire quoi en paraphrasant? Alors, bien avant l'insurrection populaire, nous avons connu en fait des leaders du MPP qui ont clairement soutenu la révision en fait de l'article 107 ou qui avaient clairement soutenu. Et avant l'insurrection populaire, ces personnes qui avaient clairement soutenu la révision de l'article 37 ont dit au peuple, nous nous sommes trompés, juste une année avant, à peu près, nous nous sommes trompés, nous pensons qu'il n'est pas légitime. Je parle ici de légitimité, pas de légalité. Il n'est pas légitime pour le président Compaoré de tenter de réviser l'article 37. Donc nous nous mettons du côté du peuple, c'est-à-dire du côté de tous ceux qui s'opposent. Ces personnes sont parties
avec la vague de l'ensemble des contestataires et nous avons cheminé ensemble pour ce que nous connaissons en fait l'insurrection populaire. Donc nous avons estimé effectivement qu'après l'insurrection, on devait marquer de pierre blanche le changement tant attendu par le peuple burkinabé. Pas attendu par quelqu'un, pas un quelconque parti, mais par le peuple burkinabé. C'est au regard de cela que nous avons estimé qu'il était bon ton de soutenir un parti politique et le parti politique en son temps, au regard de ce que nous avons pensé leur expérience dans le service public de par le passé, nous avons pensé qu'au regard de cette expérience, c'est-à-dire le nombre d'années servies, il était de bon ton de soutenir effectivement ce parti. Vous soutenez un parti dont les cadres, le personnel politique est considéré comme ayant fait les 37 ans de pouvoir, les 27 ans de pouvoir avec Blaise Compaoré. Alors, pour beaucoup, ça, ce n'est pas le changement. Oui, justement, aujourd'hui, nous le disons clairement au peuple burkinabé. Parce qu'il n'y a pas de honte pour un citoyen honnête qui aime son pays de reconnaître et de dire, à un certain moment, nous avons été naïfs. Nous avons pensé véritablement, comme je voulais expliquer tantôt, que ce n'est pas parce qu'on s'est trompé et on fait son mea culpa qu'on doit continuer de vous jeter en fait la pierre parce que vous avez décidé de faire votre mea culpa. Nous avons pensé qu'il y avait de la sincérité. Alors, nous devons simplement attendre le maçon au pied du mur, voir s'il devait y avoir un changement. Après l'insurrection populaire, nous sommes à 2 ans, pratiquement 3 ans maintenant, et nous ne sentons pas ce changement tant attendu. Et compte tenu du fait que nous, on a soutenu à cause du changement que nous avons espéré, parce que nous faisons partie de la majorité des Burkinabés aujourd'hui, dont notamment la frange jeune, qui est aujourd'hui désespérée. C'est au regard de tout cela que nous avons décidé de ne plus soutenir le MPP de quelque manière que ce soit de manière officielle ou de manière officieuse, ou s'il y a d'autres types de manières, je n'en sais absolument rien. Mais aujourd'hui, il est clair que nous n'espérons plus parce que pour nous, ce changement ne viendra pas. Est-ce que encore là, ce n'est pas une question de... On est désenchanté, on est désillusionné parce qu'on a espéré aussi des choses, des postes par exemple. On n'a pas été appelé à la soupe peut-être. Je dirais que ce qui nous a amené au niveau en fait, de l'insurrection populaire, c'est un ensemble de cris de cœur, de changement. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, je ne pense pas qu'il faut individualiser les questions. Je ne pense pas que la question du Burkina Faso doit être individualisée. Aujourd'hui, certainement, si nous nous engageons, c'est pour un éveil de conscience parce que nous pensons que la politique est trop individualiste. Nous pensons que ce qui doit réunir l'ensemble des Burkinabés, c'est œuvrer ensemble pour un but commun, à savoir bâtir notre nation. Il ne s'agit pas de questions en fait individuelles de poste. S'il s'agissait en fait de cela, c'était simple de continuer à suivre et de continuer à négocier, à cirer les chaussures et de continuer à faire en fait les courbettes. Et à un certain moment, si c'était en fait des questions de poste, forcément, avec en fait des négociations qu'on ne peut pas effectivement mettre sur la table aujourd'hui, certains postes en fait allaient finir en fait par venir. Mais pour nous, il ne s'agissait pas de questions de poste, mais de plutôt un changement attendu par l'ensemble de la jeunesse du Burkina aujourd'hui. Et nous avons la ferme conviction que ce changement ne viendra pas. Même si on ajoute, ce n'est pas 5 ans de gouvernance, même si on ajoute 20 ans, il ne viendra pas. On va peut-être revenir sur cela, sur la question de la gouvernance. Alors donc, vous décidez de créer le Front patriotique pour le renouveau. Les raisons, c'est donc ça. Vous parlez d'opérer un changement radical. Exactement. Pour nous, il faut opérer en fait un changement radical parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont toujours dans la logique d'un même système. Moi, je me refuse de parler de régime et de pointer expressément du doigt un parti politique de manière particulière. Parce que nous constatons simplement que c'est le système. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas contents et nous dénonçons de manière claire, c'est parce que le système continue. Le système, c'est quoi? Quand on regarde, quelles sont les innovations qui sont là? Il n'y a pratiquement pas d'innovation. À la sortie, les gens ne sont pas sortis à l'insurrection populaire parce qu'ils avaient une haine profonde vis-à-vis de Blaise Compaoré. Non, ce n'est pas cela. C'est le système. Ils ont dit non au système politique. Le système qui est resté, qui a tenté de s'implanter et qui s'implante depuis 30 ans. Mais s'il s'agissait simplement de dire non à la personne de Blaise Compaoré, parce que nous pensons que ceux qui gouvernent aujourd'hui, à un certain moment, justement, pour eux, c'était des questions de poste. Et si ça devient, toi dégage et moi je m'assois, ça n'a pas de sens, la politique, en ce moment.
Parce que eux, à un certain moment, le régime Compaoré avait tenté de les mettre de côté. L'histoire nous le rappelle de manière claire. Et nous constatons aujourd'hui qu'ils ne sont pas venus pour le changement de système, mais parce qu'on avait tenté de les mettre de côté. Et aujourd'hui, comme ils sont aux affaires, mais naturellement, on se retrouve dans les fauteuils feutrés, on boit le champagne comme on veut, et on oublie pratiquement le peuple qui souffre, qui se meurt de manière silencieuse. Le système est là, il continue de démarrer. Quelles sont les innovations? Il n'y a pratiquement pas d'innovation. Il n'y a pratiquement pas d'innovation. Pendant que le Burkina Faso a besoin aujourd'hui d'un décollage imminent et immédiat, si nous pouvons l'exprimer ainsi, à 300 km à l'heure. Parce que nous sommes un pays pauvre. En son temps, lorsque le président Thomas Sankara vivait, on avait demandé au président Djeri du Ghana, en lui disant, oui, le président Sankara est pressé. Il a dit, oui, je comprends le président Sankara, parce que lorsqu'on vient d'un pays pauvre, lorsqu'on est patriote, lorsqu'on aime profondément son pays, lorsqu'on voit la souffrance des populations, on ne peut pas ne pas vouloir être pressé. On va être pressé parce qu'on veut impacter des changements. On veut impacter la vie des populations. Parce qu'on souffre avec le peuple. Mais lorsqu'on ne souffre pas avec le peuple, lorsqu'on ne connaît pas les réalités profondes des souffrances en fait du peuple, naturellement on pense qu'on a tout le temps. On a tout le temps. Parce que sur 5 ans de mandat, nous sommes déjà pratiquement à la moitié. Il y a eu quoi comme changement notable? Pour le Burkina Faso, aujourd'hui, on est à plus de 100 partis et chaque parti qui naît, c'est toujours le même discours parce que ceux qui sont là, en vérité, ne font rien pour le peuple, alors on vient changer la donne. Mais quelques années après, on ne retrouve pas ces mêmes partis sur le terrain ou alors, entre-temps, on change et on rejoint malheureusement ceux qui sont là pour faire dans la continuité. C'est l'image aujourd'hui que donnent nos partis politiques. Alors on se dit, à quoi ça sert de continuer à en créer? C'est en cela que nous appelons de tous nos voeux la réforme de notre système démocratique. Parce que nous avons un système prêt à porter aujourd'hui. Nous avons un système que nous avons copié en fait des pays occidentaux. Nous l'appliquons, excusez-moi le terme, mais je pense que nous l'appliquons de manière sauvage. Ce n'est pas adapté aux réalités profondes et aux aspirations profondes de notre pays et aux besoins en fait du peuple burkinabé. Nous devons repenser fondamentalement et en profondeur notre système démocratique pour qu'il soit adapté à ce que les populations de Burkina Faso en fait veulent. Parlant de la pléthore des partis politiques, je constate comme vous. Mais cela c'est quoi? Ce sont les dispositions, c'est le système qui existe. Quand nous pensons qu'il n'y a pas de système, ce système a été mis en place à quel moment? Ce n'est pas au moment de la période révolutionnaire. C'est après la période révolutionnaire. Naturellement, après le Front populaire. Après le Front populaire, nous avons vu l'ODPMT, le CDP, et voilà cet élan démocratique qui est venu à partir de 1991. À partir de 1991, parce que certaines nations ayant soutenu en fait ce système, pour dégommer entre griffes la révolution, souvenez-vous que, alors c'est précisément en 1991, après la conférence de La Baule, que le multipartisme a été lancé au niveau des pays africains sous la coupe de la France. Et au nom de ce multipartisme, on a estimé qu'il fallait mettre fin aux questions des partis uniques, aller vers un multipartisme. Mais les dirigeants africains qui voulaient s'éterniser au niveau du pouvoir ont vu en cela une aubaine. Cela ne vient pas de nous. On vu en cela une aubaine. Une aubaine pourquoi? Parce que plus, naturellement, le nombre de partis politiques est émettier, plus on ne peut pas avoir une opposition forte. Plus nous-mêmes, c'est-à-dire quand je parle de nous, ceux qui sont en fait, qui étaient au pouvoir en son temps, contribuaient à créer en fait des partis politiques dans le sens de fausser le jeu politique, de disperser les partis politiques au maximum, de casser les vrais partis politiques. De telle sorte à ce qu'à l'arrivée, ils soient toujours à mesure de récolter la vraie manne et de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Nous sommes toujours dans le même système. Quand je dis qu'il n'y a pas de changement, le peuple attendait un signal fort. Ce signal fort était que, immédiatement venu au pouvoir, toutes ces questions devaient être discutées, revisées et aller dans le sens profond des aspirations du peuple. Mais nous sommes toujours là. Si des partis politiques continuent de se créer, on atteindra 200, 300, parce que ce sont les dispositions législatives et réglementaires des lois de ce pays qu'on peut reviser,
qu'on peut discuter et voir leur pertinence, mais absolument rien n'est fait. On nous dit, allons-y aussi simplement. Il y a les textes, mais il y a les individus. Oui. Pourquoi cette jeunesse aujourd'hui ne peut pas se retrouver ensemble au sein d'un parti qui existe peut-être déjà? Je vous donnerai encore, M. Aubin, des exemples concrets de ce que le système continue de faire. Continue naturellement de susciter la création de partis politiques dans le sens de diviser et ce n'est pas à l'intérêt de ce système qu'il y ait de la sincérité dans la scène politique. Nous disons aujourd'hui qu'il faut de la sincérité au sein de la scène politique et de tous ceux qui ne sont pas, qui veulent faire de la figuration, qui veulent s'amuser, qui veulent jouer avec le peuple. Il est grand temps pour ces personnes. Chacun a son histoire. Nous n'en voulons à personne, mais il est grand temps que ces personnes raccrochent. Parce que le monstre est en train de se réveiller. Ce que j'appelle le monstre, c'est 70% de la population burkinabé, c'est la jeunesse. Ceux qui sont au sein du peuple, qui vivent avec le peuple, constatent qu'il y a un ras-le-bol. Constatent que la jeunesse est en train de dire non. C'est un monstre à plusieurs têtes. Coupez-en une tête, une autre va pousser. Parce que le problème est là, il est réel. Quand je parlais d'exemples concrets, je vous en donne. Alors, vous voyez un parti politique qui s'appelle NTD. NTD, Nouveau Temps de la démocratie. Moi, en toute sincérité, quand j'ai vu Nouveau Temps de la démocratie, mais je m'attendais à ce qu'il y ait des réformes. Ce parti propose dans le fond des réformes pertinentes de notre système démocratique, puisqu'on parle de Nouveau Temps de la démocratie. Mais il n'y a absolument rien. C'est une coquille vide, simplement encore de la mouvance présidentielle. Ça veut dire quoi ces mouvanciers présidentiels, ainsi de suite? Dans le fond, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas de la recherche de l'argent, si ce n'est pas de la recherche de simplement disperser le peuple dans l'intention d'aller glaner des voix, pour venir soutenir encore le parti au pouvoir, c'est quoi dans le fond? Est-ce que c'est ça qui permettra à notre pays de se développer? Est-ce qu'on ne peut pas être un tant soit peu patriote? Qu'est-ce qu'on va faire de notre propre vie sur terre? Effectivement, voilà. le PUR effectivement, qui vient de naître, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore disés, mais dans le même temps, un des membres du bureau effectivement a reconnu effectivement qu'ils sont de la mouvance. C'est ça. Et du coup, effectivement, comment le peuple peut se retrouver dans le fond? Mais ce n'est pas parce que dans une assiette de 20 personnes, il y a 17 personnes qui ne sont pas correctes et qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont correctes, que l'ensemble des 20 personnes pose problème. Nous estimons qu'il y a des personnes qui animent de manière sincère la vie politique au Burkina Faso aujourd'hui, qui sont des personnes respectables, qui contribuent, qui ne sont pas complices, ou qui, de par leur silence, qui n'amènent pas ce peuple burkinabé en fait à l'abattoir. Nous les saluons, nous les faisons en fait des clins d'œil et nous les encourageons en fait dans cette logique. Mais nous constatons fort malheureusement également qu'il y a une majorité. Mais nous pensons que le fait de s'opposer, c'est amener à faire une relecture de l'ensemble de ce système. Si le système était tel qu'il n'y avait pas de nécessité à aller vers un parti politique, nous ne serons pas allés. Mais si le système nous autorise à aller créer un parti politique, ce n'est pas la responsabilité en fait du FPR, mais de ceux qui sont maîtres en fait des règles du jeu. Alors, au FPR, on estime que c'est un parti dont le personnel est constitué aussi de gens venus d'ailleurs, d'autres partis politiques. On a notamment parlé de l'ADF-RDA, mais derrière, l'ADF-RDA a fait une sortie pour faire un démenti. Il n'y a jamais eu de démission à l'ADF-RDA, d'après ce parti. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle démission? Je vous ai dit tantôt, dans les partis politiques, il y a des questions officielles et des questions officieuses. Alors, il y a des personnes qui, naturellement, faisant partie en fait du FPR, à l'arrivée, nous ont fait comprendre effectivement que ces personnes relevaient naturellement de ces partis politiques. Alors, si ces personnes n'occupaient pas en fait des fonctions extrêmement en fait clés et qu'il n'y ait pas eu en fait de démission en vague au niveau en fait de la presse, ben, cela ne relève pas en fait de nous. Nous constatons, nous structurons notre parti et nous poursuivons. Mais nous savons que dans les prochains jours, dans les prochains mois, il y a beaucoup qui vont quitter également d'autres partis qui vont rejoindre le FPR. Nous nous en sommes convaincus et nous ne doutons pas du tout de cela. On attendra de voir parce que là, c'est encore le lancement. On attend de voir dans les actes concrètement comment vous allez vous positionner. Vous dites effectivement que vous n'êtes pas de la gauche, vous n'êtes pas de la droite, vous n'êtes pas non plus centriste. Vous parlez plutôt de pragmatisme. C'est quoi exactement?
Alors, permettez-moi en fait de sourire un peu. Si c'est nouveau en fait pour l'environnement politique en fait burkinabé, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau de manière spéciale et spécifique. C'est pour dire que ce que nous constatons, nous avons simplement dit non à ce que nous constatons. Des partis politiques qui se créent, tantôt, très rapidement, nous sommes de la droite, nous sommes de la gauche, nous sommes du milieu, nous sommes de devant, de derrière. Nous, on ne comprend pas. La gauche socialiste française, la droite libérale, le LR, Parti républicain, cela ne correspond pas à nos réalités profondes. Nous sommes d'accord que nos dévanciers, pour les questions politiques ou idéologiques, qui sont enseignés effectivement en fait dans les universités au niveau supérieur, et qui, par moments, ne collent pas réellement aux aspirations, aux réalités profondes de nos peuples. Alors, certains de nos dévanciers ont eu à réaliser leurs études dans ces pays occidentaux ou des pays soviétiques et ont eu en fait à recevoir cette culture en fait politique de gauche, de communistes, ainsi de suite. Mais nous estimons que quelle que soit la formation qu'on reçoit, lorsqu'on atteint le niveau de conception, on doit être à mesure de rapporter ce que nous avons reçu aux réalités pratiques du terrain. Les réalités pratiques du terrain aujourd'hui au Burkina Faso, c'est ce que le peuple burkinabé attend. Nous avons pratiquement tout expérimenté. Quand dites-vous en fait des partis qui s'estiment être socialistes aujourd'hui, des sociodémocrates? Le CDP, en son temps, au moment de Blaise Compaoré, le CDP est un parti social-démocratique, la social-démocratie. Le MPP, après l'insurrection, est social-démocratique. En même temps, dans ce socialisme, l'éducation est en souffrance, le prix du pain a augmenté dans ce laps de temps. Qu'est-ce qu'on appelle socialisme? Le socialisme, lorsqu'on applique le socialisme, tout ce qui relève des besoins primaires, notamment la santé, l'éducation, doit fortement relever des leviers gouvernementaux. On doit précisément mettre un accent sur cela ne doit pas relever en fait du libéralisme. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que dans notre société burkinabé, on affiche une idéologie, mais dans la pratique, lorsqu'on monte, c'est du laisser aller, on applique en fait autre chose. On constate du libéralisme aujourd'hui. Du libéralisme pratiquement en fait à outrance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est du socialisme ou c'est quoi? On ne comprend pas. Nous estimons aujourd'hui qu'il faut être pratique. Le pragmatisme est une doctrine qui estime qu'il est vrai que ce qui fonctionne. En plus, cela peut être, en fait, le pragmatisme peut relever également de l'attitude de quelqu'un dont l'esprit est pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est inconnu, c'est connu. Donc nous pensons qu'il faut être beaucoup plus pratique en politique aujourd'hui. Ces questions idéologiques sont intéressantes. Pratiquement, tout ce qui est greffé au monde occidental est démocratisé aujourd'hui, est démocratique. Alors, le peuple burkinabé a mieux intégré cette notion de démocratie. Même cette démocratie, nous estimons que dans son applicabilité actuelle, cela ne permettra pas au Burkina Faso de se développer. Nous avons vu tantôt, dans certains pays comme la Gambie, qui ont montré à la face du monde qu'ils pouvaient inventer de manière endogène et intrinsèque un système électoral qui n'était pas lié simplement au bulletin, propre à eux, vérifiable, un système transparent et qui a conduit à l'élection du président Adama Barrow. Voici des peuples africains qui ont su puiser dans leurs ressources propres, qui ont pu cumuler ou jumeler un certain nombre d'idéologies pour pouvoir sortir ce qui correspond à leur peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'applicabilité des systèmes copier, on est très fort dans le copier-coller. Loin de nos valeurs culturelles. On est très fort dans le copier-coller. On se pose la question de savoir où est-ce qu'on va aller dans ça. Le système démocratique aujourd'hui, on vous dit, bon, par exemple, la fonction présidentielle. Vous êtes élu président de la République pour 5 ans, c'est bon. Dès qu'on veut parler, oui, c'est le peuple qui m'a élu là. C'est le peuple qui m'a donné sa confiance. Attendez, vous allez juger mon programme dans les 5 prochaines années. Même si le programme n'est pas bon, même si le peuple n'est pas content, le système démocratique est tel que on peut s'arranger sur la simple base du jeu démocratique pour trouver toutes les astuces nécessaires pour s'éterniser au pouvoir. Parce que le système, il le permet. Il y a aussi le pouvoir de l'argent. Bien entendu. Tout cela, en fait, c'est le système démocratique aujourd'hui. Appliqué, que nous appliquons. Nous les estimons, par exemple, que lorsque quelqu'un a dit au peuple qu'il doit faire un certain nombre de choses, il y a la réalité pratique du terrain. Au bout, à mi-mandat,
il devrait être à mesure d'affronter sincèrement le peuple burkinabé. Que le peuple, qu'il puisse y avoir un comité, un collège mis en place pour examiner dans la profondeur ce qu'il aura fait ou ce qu'il n'aura pas fait. Sur cette base, cela l'autorise à se représenter aux prochaines élections ou à ne pas se représenter. Je peux vous assurer qu'en appliquant cela, les gens vont commencer à devenir droits. Mais s'il faut attendre les 5 ans pour dire on n'a qu'à simplement repartir sur la ligne de départ, courons toujours, les gens vont faire 30 ans. Encore, ça nous amène où? On n'est pas dans une certaine démocratie. Et on nous dit aujourd'hui, notre manière de voter pose problème. Notre manière de voter pose problème. Parce qu'une large majorité de la population qui se retrouve être analphabète, en fait, illettrée, dont on ne comprend pas grand-chose. On dit simplement aux gens, allez voter, mettez le bulletin simplement dans l'urne, et puis en fait c'est ça. On décompte en fait les voix. Non, ce n'est pas cela. Il faut qu'on marque un minimum d'arrêt pour voir quel est le système qu'on applique depuis un certain temps. Est-ce que ce système permettra à notre pays de se développer ou pas? Je pense que j'aime mon pays. Mais je pense également qu'au Burkina Faso, il y a des gens qui aiment leur pays, le Burkina Faso mieux que moi, plus que moi. Je ne suis pas le seul. Mais il faudrait qu'ensemble, on puisse se donner la main pour réviser un certain nombre de choses dans ce pays. Quand on voit aussi l'environnement actuellement, où il y a de nouveaux partis qui arrivent, dirigés par des jeunes, est-ce qu'il faut se dire que c'est le changement générationnel souhaité aussi sur la scène politique qui est en train de se décider? Oui, on peut voir cela sous un angle. Mais j'avais tantôt parlé en fait d'un monstre pour essayer en fait de caricaturer, pour dire que on se retrouve au Burkina Faso avec une population essentiellement jeune. 70% de la population en fait est jeune. On se retrouve avec un système qui a peur des jeunes. Parce que ce système, en fait, tout est une question de prise de risque. Notre pays étant relativement en fait une démocratie jeune, nous avons pratiquement 50 ans en fait d'indépendance. Donc, rapporter cela en fait à l'échelle d'un pays, c'est une jeunesse. Donc, de sa jeunesse humaine, nous avons 70% de la population qui est jeune. Et en même temps, on pense construire en fait ce pays en mettant la majorité de ces bras valides là de côté. Je vous dis que ce n'est pas possible. Quel que soit ce que vous allez faire, ils vont tenter de forcer les portes. Parce que le pays aujourd'hui, quand je parlais tantôt de la prise de risque, parce que vous savez que dans la vie, lorsqu'on arrive à atteindre un certain niveau, dont notamment les aînés, ce n'est pas un problème générationnel. On n'est plus enclin à prendre des risques parce qu'on a pu avoir des acquis, dont notamment toute la vision et le regard est axé sur la conservation des acquis. On a peur de perdre ce qu'on a pu glaner depuis un certain temps. Mais pendant que, corrélativement à la jeunesse humaine de notre pays a besoin aujourd'hui d'innovation. Qui dit innovation parle de prise de risque. Sans prise de risque, on ne peut pas innover. Cette jeunesse aujourd'hui, qui n'a pas peur de prendre des risques, parce qu'elle veut innover, se retrouve aux portes aujourd'hui. C'est pourquoi vous sentez que la jeunesse s'intéresse de plus en plus à la chose politique. La jeunesse qui s'intéresse à la chose politique, qui ose créer des partis politiques, mais pour après finir comme conseiller du président, chargé de mission. C'est peut-être ça aussi, cette jeunesse? Mais moi, j'ai confiance. Je prends par exemple le cas de l'AGI, de Adama Kanazoé, par exemple. Je prends le cas d'Ali Badara Ouedraogo avec son RPR. Oui, je connais personnellement en fait ces jeunes politiques. J'ai du respect en fait pour eux. Mais pour toutes ces questions fondamentales, j'ai confiance au peuple burkinabé. Je pense que quel que soit le niveau d'instruction, les valeurs intrinsèques d'un être humain lui permettent en fait de pouvoir porter un jugement critique sur la gestion de sa nation et sur le sérieux d'une structure politique en fait ou pas. Donc à ce jour, je pense qu'il reviendra simplement de manière pratique au peuple burkinabé d'en juger de la sincérité de X ou de Y. C'est aussi un problème, ces querelles de leadership dont on parle au niveau de cette vieille classe. Ça se retrouve aussi au niveau de la jeunesse. Il y a ces querelles de leadership au niveau aussi des jeunes, au sein des partis politiques. Je prends par exemple l'exemple du parent à l'époque avec l'ancien ministre Tahirou Barry, l'actuel ministre de la Culture Abdul Karim Sango. Il y avait des querelles de leadership comme ça entre jeunes. Personnellement, je n'ai pas eu vent de ces querelles de leadership entre Abdul Karim Sango et
et Tahirou Bari, honorable député. Je n'ai personnellement pas eu en fait vent de cela. Mais les questions de leadership ne sont pas forcément en fait mauvaises. Parce que c'est parce qu'on refuse le jeu de la concurrence qu'on n'arrive pas à produire ce qui est meilleur. La concurrence, elle est somme toute en fait utile. Les querelles de leadership existent partout, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans l'administration en fait publique, que ce soit même au niveau familial. Ça existe partout. Mais maintenant, il faut des querelles en fait de leadership exprimées et réalisées de manière saine. C'est ce que nous souhaitons, parce que de par le jeu de concurrence, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir se cultiver davantage, de pouvoir se former davantage et de pouvoir produire des choses meilleures au-delà de leur propre valeur intrinsèque. Et c'est ce que nous souhaitons. Parce que sans jeu de concurrence, sans jeu de leadership, on arrive également à ne pas produire ce qui est meilleur. Au FPR, vous estimez que c'est une jeunesse burkinabé gravement malade. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, quand nous parlons de jeunesse burkinabé gravement malade, c'est pour dire que c'est une jeunesse qui n'espère plus, une jeunesse désœuvrée. Il n'est pas un secret de polichinelle aujourd'hui. Quand on est en tout cas une personne noyée au milieu du peuple, qui discute aisément avec en fait les Burkinabés, un peu partout, nous constatons que la jeunesse ne rêve plus. C'est dommage. C'est dommage parce que le système, les uns et les autres simplement, se disent que quel est en fait leur plan aussi simplement. Eux, ils ont atteint un certain niveau en fait de stabilité. Les jeunes, attendez. Attendez simplement votre tour. Nous, on va arriver en fait à la retraite. On vous laisse en fait la place. Et puis bon, vous également, vous allez monter. Oui, c'est bien, mais c'est extrêmement lent. Quand bien même s'il y avait des innovations, s'il y avait des idées nouvelles, des initiatives, nous allons applaudir. Mais on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, on tue de manière silencieuse une jeunesse. Mais quand on amène un peuple à ne pas rêver, mais quelqu'un qui n'arrive pas à trouver facilement de l'emploi, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, mais vous trouvez facilement au Burkina Faso des jeunes de 30 ans qui ne savent même pas, qui sont diplômés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront avoir un travail, quand est-ce qu'ils pourront fonder un foyer, quand est-ce qu'ils pourront commencer à participer réellement à la construction de cette nation. Parce que, de par le passé, on a eu un système qui a mis en exergue le système de mentorat, de parrainage. Pour abêtir le peuple, on a mis dans la tête de la jeunesse que pour réussir, il faut un parrain. Il faut ça se poursuit aujourd'hui. Quand on vous dit que le système continue, c'est bien, c'est une réalité par moment. Mais il faut amener les gens à innover. À innover. Quand vous prenez le continent asiatique aujourd'hui, vous prenez des pays comme le Japon, qui, il y a 50 ans, était pratiquement dernier, qui aujourd'hui, vous trouvez des personnes dans ces pays qui prêtent de l'argent à la Banque mondiale, au FMI, mais c'est ahurissant. De manière, en termes de superficie territoriale, ce pays n'est pas extrêmement grand à comparer en fait au Burkina. Mais ils ont propulsé la jeunesse. Ils ont compris que c'était une force. Ils ont amené cette jeunesse à devenir des talents, des génies, dans la créativité. Mais s'il faut juste parrainer pour vous étouffer, c'est un parrainage négatif. On parlait de piston tantôt. Et parlant de système, je vous montrerai un certain nombre de petits documents, si vous permettez. Alors, j'ai avec moi un journal que j'ai acheté, aussi banalement, un journal qui nous parle, voilà, qui est en fait le dossier numéro 09, novembre 2017. Et dans ce journal, le journaliste nous fait un petit rappel aux amnésiques. Il nous fait comprendre qu'en fait, il a fallu l'assassinat, naturellement, du président Thomas Sankara, dont beaucoup savent. Et après l'assassinat du président Thomas Sankara, l'assassinat de Henri Zongo, voilà, et du commandant Lengani, pour que certaines personnes commencent à rentrer en fait au gouvernement. Alors, vous avez ici le Kitty en 6, 259, qui précise ici, ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Dieudonné, M. Maurice Dieudonné Bonannée. Alors, ça, en ce moment,
le commandant Boukari, Jean-Baptiste Lengani, et le capitaine Henri Zongo étaient toujours dans le gouvernement. Vous avez le second Kiti, quelques mois plus tard, qui ressort en 1989, toujours, ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Bonané Dieudonné, et ministre du Transport, voilà, M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a fait son entrée au gouvernement exactement après l'assassinat du commandant Jean-Baptiste Lengani. Donc, voulant aller dans la sincérité des choses, nous ne sommes pas limités simplement à une lecture de journal. Nous avons recherché ces Kiti. Parce qu'au moment du gouvernement, au moment de la révolution, pour ramener les décrets présidentiels à une réalité pratique de notre pays, parlant de pragmatisme, les décrets étaient appelés des Kiti. Kiti pourquoi? Parce qu'en Morée, le décret étant l'émanation du pouvoir, c'est-à-dire que du pouvoir étatique, donc en Morée, on le dit ton kitamti. Kiti, c'est pourquoi on l'appelait Kiti. Alors, vous avez le premier Kiti dont je parlais ici tantôt, qui le précise de manière claire dans le journal officiel, dans son temps. Vous avez exactement le deuxième Kiti ici. Le deuxième Kiti, signé de la main, Ouagadougou, le 21 septembre 1989, du capitaine Blaise Compaoré. Vous avez ces noms qu'on retrouve exactement. Voilà, je peux vous les laisser, en fait, ces documents. C'est pour dire, mais il y a un problème fondamental. Qu'est-ce que des gens, quand on parle du président Kaboré aujourd'hui, il a fait son cheminement jusqu'à devenir président de la République. Nous comprenons. Mais qu'on en vienne à retrouver des camarades de copinage qui étaient ministres en son temps de l'environnement, ça fait 29 ans, donc presque 30 ans aujourd'hui, qui étaient ministres en son temps et encore toujours dans le gouvernement, même si à un certain moment, ils n'étaient pas dans le gouvernement. Mais pour nous, ça fait 30 ans qu'ils étaient autour en fait, de l'appareil politique. Ils sont encore aujourd'hui ministres de l'urbanisme. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que ces questions ne sont pas légitimes aujourd'hui? Si on nous estime qu'on veut pointer du doigt qui que ce soit, nous demandons au peuple d'en juger. Parce que notre intérêt, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, ce n'est pas de stigmatiser qui que ce soit. Nous menons des analyses, nous analysons les questions en fond, et nous essayons de poser cela sur la table pour qu'on puisse en fait regarder. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui au peuple qu'on n'a pas pu proposer il y a 30 ans? Il n'y a pas d'innovation. D'accord. Parlons justement de ce que proposent ces acteurs aujourd'hui au peuple burkinabé. Parlons donc de la gouvernance MPP. Déjà, rien que cette semaine, on a vu l'installation des membres du Haut Conseil du dialogue social. Déjà, le dialogue social sur ce côté-là, on voit que ce n'est pas toujours évident. Les syndicats, le Front social est en ébullition régulièrement. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, à une situation aussi explosive où tous les travailleurs, tous les syndicats sont en mouvement dans les différents départements ministériels, où il y a des revendications tous azimuts? Est-ce que ça veut dire que ce régime a un problème de dialogue? Monsieur Djebré, non seulement il y a un problème de dialogue, mais aussi un problème de fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, on ne veut plus avoir de dialogue direct avec les syndicats, avec les couches socio-professionnelles qui revendiquent. Donc, il faille créer un haut conseil de dialogue social pour que ce haut conseil-là puisse être l'interface discutée pour qu'on n'emmène pas directement ces questions auprès peut-être en fait de la primature ou qu'on interpelle directement voilà, le premier responsable en fait de l'État. Mais nous estimons qu'il y a un problème fondamental de fond. Quand nous parlons de fuite de responsabilité, c'est peut-être cela. Deuxièmement, nous nous posons la question à savoir si c'est un échec total ou pas. Échec au regard de quoi? Qui est-ce qui a commencé le dialogue? Les syndicats dialoguaient directement avec la primature, avec le Premier ministre. Nous avons vu et reçu des communiqués émanant de la primature qui dialoguaient avec ces syndicats. Et paf, à un certain moment, le véritable chef du gouvernement dans notre pays aujourd'hui, qui a le pouvoir d'exercice de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. Aujourd'hui, on voit la création d'un haut conseil pour le dialogue social. Au regard de quoi et au profit de quoi? Nous estimons qu'il y a un problème. Dans un pays pauvre, il existe déjà le médiateur du FASO, dont, au niveau des missions de médiateur du FASO, on nous dit que le médiateur du FASO, le médiateur du FASO peut être saisi
par toute organisation socio-professionnelle d'intérêt public. C'est-à-dire que des groupes en fait organisés ou même en fait des individus pour des questions relatives effectivement en fait à leur travail. Et sur instruction du président du FASO, le médiateur du FASO peut être amené en fait à se pencher pour des questions même allant au-delà des organisations d'intérêt public, ce qui veut dire par moment en fait de privé, des collectivités en fait territoriales. Nous avons le Conseil économique et social qui est mis en place depuis 1959. Quelle réforme a-t-on entamé de ce Conseil économique et social aujourd'hui? Quand nous parlons, disons que le système continue, le peuple souffre. Est-ce qu'il ne fallait pas entamer un certain nombre de réformes pour que ces institutions, dans leur fonctionnalité, dans leur fonctionnement, puissent corroborer avec les attentes et les besoins des peuples? Nous avons des institutions qui sont là, qui pompent l'argent de l'État au regard de leurs besoins de fonctionnement. Et on vient encore nous mettre d'autres hauts conseils dont il faut aller louer des bâtiments, mettre à leur disposition des budgets, mettre à leur disposition tout un ensemble de moyens de communication, de matériel de transport des véhicules, voilà, pour le dialogue social. Ça pose un problème de train de vie de l'État? Mais où allons-nous? De dépenses, de charges? Non, non seulement ça pose un problème de train de vie, mais aussi ça pose un problème de cohérence et de logique dans la démarche de résolution de nos problèmes sociaux. Ces institutions que je venais de citer sont en train de dormir. Même si elles ont en fait du travail dans le fond, est-ce que ces institutions ne peuvent pas être réformées, mises à contribution? Il y a justement que cette année, pour la fête du travail, les syndicats n'ont pas jugé nécessaire de remettre une plateforme au niveau du gouvernement parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas le cadre dialogue gouvernement-syndicat finalement n'est pas respecté. Ils en font un problème justement. Peut-être c'est le Haut Conseil qui devrait justement pouvoir réorganiser tout ça. Ben, nous disons que franchement, nous sommes contre ce Haut Conseil. Nous ne nous inscrivons pas dans cette logique et nous pensons que ce Haut Conseil ne sert pas les intérêts de la nation aujourd'hui. C'est une émanation de trop qui ne correspond pas de manière fondamentale aux besoins du peuple aujourd'hui. Nous estimons que nous avons tous les leviers. Il faut simplement un gouvernement, une équipe audacieuse, courageuse, à mesure de tenir un langage vrai, un langage sérieux avec ceux qui revendiquent. Car ceux qui revendiquent, il y va de leur vie. D'accord, vous parlez de gouvernement audacieux, courageux. Il y a eu effectivement ce dernier remaniement qui devait susciter des espoirs dans ce sens. Mais là, on a créé d'autres ministères, notamment un poste pour le ministre d'État, le ministre d'État auprès de la présidente du FASO, Simon Compaoré. Là aussi, on a vu la polémique de ces derniers jours par rapport à la location de du bâtiment qui devrait abriter ce ministère de Simon Compaoré. Pour certains, il devait repartir tout simplement à Kosiam. Ben, ce n'est pas moi, Aristide Ouedraogo, en fait, qui pointe du doigt un certain nombre de problèmes. Nous disons simplement que nous vivons au milieu du peuple, nous constatons les souffrances en fait, de ce peuple et nous demandons au peuple d'en juger. Par moment, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une volonté réelle d'aller vers le changement? En tout cas, nous, on souffre. On est dans le peuple, on n'espère plus. On n'est même plus à mesure de se projeter dans l'avenir. Ça pose un sérieux problème. Et parlons toujours des dépenses de l'État. Il y a eu cette polémique récente aussi. En Conseil des ministres, il a été décidé de délocaliser les conseils des ministres à l'intérieur du pays. Là aussi, pour certains Burkinabés, c'est une façon de créer d'autres dépenses. Copie-coller du système Compaoré. C'est ma réponse que je peux donner. Pour ceux qui peuvent se rappeler, ils vont se rappeler. Sur la question sécurité, par exemple, le Sahel en difficulté, l'éducation en danger, on est en train d'aller vers la fin d'année, la période des examens. Le gouvernement a pris l'engagement effectivement de prendre des mesures pour sécuriser les acteurs de l'éducation, de sorte à permettre que l'année se termine bien. Vous y croyez? Nous n'y croyons pas, parce que nous avons en face de nous un gouvernement qui n'est pas courageux. Un gouvernement qui veut juste qu'on le laisse tranquille, pour qu'il aille au pas de tortue comme il veut. Tous les jours, nous y travaillons. Lorsque vous parlez de quelque chose, ou quand vous êtes jeune, on vous dit, bon, écoutez, vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez rien. Nous, on est dedans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. La question du Sahel nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur, pourquoi? Parce qu'on se pose la question à savoir, est-ce que des Burkinabés, ça veut dire quoi? Est-ce que des Burkinabés peuvent s'arroger le droit, ou c'est parce que nous sommes à Ouaga? On vit tranquillement.
On mange matin, midi et soir, qu'on n'a pas l'obligation de penser à d'autres Burkinabés qui, pour des questions pas économiques mais sécuritaires, ne sont même pas à mesure de savoir si aujourd'hui, en se couchant, ils vont se réveiller demain. On est à 2 doigts de voir le Burkina se couper à une certaine partie. Le nord est sérieusement menacé. Des groupes terroristes qui sont là se réorganisent. Ils font la propagande, leur propagande. Et tous les jours, nous avons des promesses. On doit compter sur des promesses. Mais il y a un problème fondamental. Ayons pitié des populations. À la limite, chef de l'État, ça veut dire quoi? Décider de mettre sa vie au service de la nation, advienne que pourra. Ce n'est pas le cas actuellement pour Roch Marc Christian Kaboré? Non. Avec conviction, je le dis. Un chef d'État, tous les jours, doit estimer que s'il prend une balle pour la nation, il doit estimer qu'il a rendu service à la nation et il a fait ce qu'il devait. Pensez que le président n'est pas suffisamment engagé pour les Burkinabés? Ou du moins, nous ne le sentons pas. Peut-être que c'est nous, il nous faut des lunettes, ou peut-être que, en tout cas, nous avons des problèmes d'yeux, nous ne voyons pas. On ne voit pas. Et pourtant, on estime, en tout cas pour une partie des Burkinabés, que ce pays avance. Vous avez écouté le Premier ministre Paul Kabatcheba devant les parlementaires pour son discours sur la situation de la nation. Il estime que le Burkina avance quand même, malgré les difficultés. On avance. Permettez-moi de sourire et de rire un peu à votre émission, parce que devant l'Assemblée, vous avez un honorable député de l'UPC, le Poinaba, qui a interpellé le Premier ministre et qui lui a demandé comment il se rend compte que le Burkina Faso avance au regard même de notre classement mondial. Il avance aussi des chiffres. Ben oui, en termes de réalisation, dans le cas du PNDS. Au Burkina, c'est-à-dire qu'au temps de Blaise Compaoré, le Burkina était en passe de devenir l'un des pays leaders en matière de ratification de dispositions internationales. On ratifiait tout pour avoir les financements. On est très fort pour sortir les chiffres. On les sort à n'importe quel moment, quand on veut. Et on les plaque au peuple. On dit voici les chiffres. Il y a des réalités concrètes quand même qui n'ont pas besoin de... On le voit sur le terrain, il y a des infrastructures qu'on voit se réaliser. On voit par exemple dans le domaine de l'énergie, il y a des choses qui se font. On voit, vous êtes de la santé, vous voyez qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu la question de la gratuité des soins. C'est des milliards quand même engloutis par ce système qui a permis... Je vais continuer de sourire parce que vraiment, j'ai l'impression que cette émission, en tout cas, elle me permet de beaucoup sourire. La question de la gratuité des soins, nous disons que c'est un échec. Allez au milieu des populations, allez au niveau des centres de santé, vous verrez que très rapidement, les malades, quand ils arrivent, on leur dit oui, il y a la gratuité des soins. Mais certains chanceux arrivent à bénéficier, mais d'autres, la gratuité des soins ne devrait pas être créée en fait des mesures d'inégalité. Le minimum dans une société, c'est la justice sociale, c'est l'équité. Certains, les praticiens de santé ne prennent même plus en fait la peine de discuter. Ils vous prescrivent ce qu'il y a à prescrire et vous disent, bon, il y a la gratuité, allez au niveau de la pharmacie, allez prendre les produits. Quand vous partez, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ce sont des mesures populistes, dans l'intention de glaner le maximum de voix. Tout ce qu'on regarde, c'est le point de mire 2020, dans l'intention de se faire réélire. Les infrastructures dont vous parlez, nous disons aujourd'hui que le peuple burkinabé a besoin d'un signal fort. Le signal fort, le peuple a besoin de savoir où il va. Le peuple a besoin de rêver. Car vous savez, la pauvreté, il y a 2 dimensions à prendre en compte au niveau de la pauvreté. Je dis bien 2. Il y a la dimension matérielle, dont notamment les niveaux de vie, les questions d'infrastructure, mais il y a la dimension immatérielle. Parce que la pauvreté est d'abord une question de mentalité avant des questions pratiques. Il faut qu'on amène les gens, le peuple, à rêver et à comprendre qu'il est possible de sortir de la pauvreté et que la pauvreté n'est pas une fatalité. Je crois que le PNDS, c'est justement ça, susciter l'espoir. C'est le référentiel de développement quand même, qui veut donner de l'espoir au Burkinabé. Qui veut redonner de l'espoir. Le PNDS, là, nous avons honte. Vous dites que le PNDS est mort dès sa création? Nous avons honte. Pourquoi nous parlons de dès sa création?
Un pays qui se veut indépendant, qui évolue toujours sous la coupe du colonisateur. Et on nous dit que c'est parce que, de par sa position géographique, Paris, la France, les bailleurs doivent venir en fait plus facilement. Vous mettez en place un programme pour développer des questions essentielles économiques et sociales de votre pays. Et à la première rencontre de mobilisation des fonds, vous n'êtes même pas à mesure de faire la promotion de votre pays. C'est dans un autre pays qu'il faille aller faire les rencontres au portefeuille et aux frais du contribuable burkinabé pour aller faire des rencontres pour recevoir en fait. Pour vous, la table ronde devait se passer au Burkina? Inéluctablement, elle devait se passer. Il faut aller vers les investisseurs. Il faut aller vers les investisseurs. Mais quand ils décident d'investir, là, ils doivent rester à Paris pour investir au Sourou, ils vont venir au Burkina. Là est la question. Vous dites que la personne ne peut pas venir au Burkina. Mais quand il va finir d'investir, il doit venir au Burkina. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Parce que vous comprendrez que le PNDS n'est pas l'apanage du Burkina seul. Il y a PNDS en Guinée. Il y a PNDS au Tchad. Au Niger. Nous nous posons la question. Ce sont les pays francophones. Le PNDS n'est pas une émanation de notre exécutif. En tout cas, le Burkina essaie de Ça a mettre... été impulsé par un pays que vous connaissez. Le Burkina essaie de Encore mettre en les œuvre colonisateurs. son PNDS, en tout cas, essaie de mettre en œuvre son PNDS. On a vu récemment ces tournées de mobilisation de jeunesse, d'OSC, d'organisations de la société civile qui ont organisé des meetings de soutien effectivement aux actions du gouvernement. Ça veut dire que quelque part, il y a des Burkinabés qui reconnaissent qu'il y a des choses qui sont faites. Dans une nation au bénéfice de la démocratie et de la liberté de parole que nous encourageons, vous aurez toujours des gens qui vont soutenir, même quand c'est noir, ils vont vous dire que c'est blanc, et des gens qui vont vous dire que c'est véritablement noir. C'est cela. Vous ne comprenez pas ce soutien-là? Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne trouvez pas ça sincère quand même qu'il y ait des gens aussi, contrairement à vous qui dénoncez, qui voyez tout en noir, qu'il y ait des gens aussi qui reconnaissent quand même que même si ça ne va pas, ça ne va pas au rythme qu'on l'aurait souhaité, il y a quand même des actions qui sont posées. Nous ne refusons pas qu'ils puissent soutenir. On vous dit seulement que c'est normal qu'il y ait des gens qui soutiennent également. Ils soutiennent au nom de quoi? Nous ne savons pas. Au nom de quel deal, on ne sait pas. Au nom de quel intérêt, nous, on ne sait pas. On constate qu'on soutient. Nous jouons également notre rôle. D'accord. On va vouloir revenir effectivement à votre parti, le FPR. Et derrière, il y a eu des suspicions autour donc, de la création de ce parti. Ça, pas seulement le FPR, même pour le PUR, où on a semblé penser que derrière, il y avait un monsieur comme le député Alexandre Sankara qui serait derrière le PUR. Chez vous également, on estime que Tahirou Barry, l'ancien ministre, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, serait également derrière le FPR. Mais c'est cela aussi l'environnement politique. C'est cela aussi l'environnement politique parce que nous sommes contents d'ailleurs du fait que le FPR suscite tant d'intérêt, d'interrogations, de questionnements. C'est positif pour nous parce que les critiques ou les arguments en fait avancés ou en fait des pensées ou des propos ou des allégations, des délations, ben, nous estimons que ça contribue. Est-il derrière lui ou non? Pour ce qui concerne Tahirou Barry, nous avons déjà à notre conférence de presse tranché sur la question de manière sincère. Nous avons dit que Tahirou Barry est une personnalité, comme bien d'autres politiques que nous connaissons. Voilà. Donc, mais pour ce qui concerne le FPR, sa genèse, sa création, le FPR a été mis sur le terrain politique par un ensemble de jeunes qui, à un certain moment, au regard de ce que j'ai déjà... Certains sont du parent. Oui, certains sont du parent. Donc, au regard naturellement des difficultés ou au regard des situations que je vous ai tantôt déjà en fait présentées, ont décidé de porter sur le fonds bâtiment en fait le FPR. À la création du FPR, à la date d'aujourd'hui, Tahirou Barry n'a pas fait d'acte d'adhésion de manière formelle et de manière officielle pour le FPR. Il attend peut-être la fin de son mandat au niveau de l'Assemblée peut-être. Comme il est possible que vous aussi vous venez au niveau du FPR. Et nous lançons un appel également, on profite de cette émission, pour dire que tous les cadres, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du Burkina, qui ont une fonction élective ou une fonction en fait nominative, qui estiment que le FPR, de par sa vision, de par la sincérité de son langage, peut contribuer au changement et peut représenter en fait leur intérêt au niveau du Burkina, que ces personnes se manifestent de manière officielle. Et si nous évaluons de leur sincérité au niveau du FPR, nous allons aviser la nation de leur participation
Et si ces personnes doivent effectivement présider aux destinées du FPR, nous ne voyons aucun inconvénient. Ok. L'un des défis pour 2020, pour les élections de 2020, vous comptez y participer. Il y a les législatives, il y a aussi la présidentielle. Mais il y a surtout cette question qui est d'actualité, le vote de la diaspora burkinabé aujourd'hui qui suscite des débats. En tout cas, c'est une promesse électorale du président du Faso. Il a réaffirmé cet engagement à faire en sorte que les Burkinabés de la diaspora puissent voter en 2020. Mais récemment aussi, il y a eu cette délégation de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire qui est venue et qui a affirmé son scepticisme parce que sur le terrain, il ne voit rien venir par rapport à tout ce qui devait être mis en place comme dispositif déjà, leur permettant de croire qu'en 2020, ils pourront voter. Est-ce que vous êtes confiant en tant que parti politique que 2020, effectivement, la diaspora pourra voter? Mais je souris beaucoup avec le peuple parce que tantôt, je souris pourquoi? Parce que je venais justement en fait de me rappeler que c'est vous qui me disiez qu'il y a des réalisations, les choses avancent sur le terrain, le PNDS avance, et bon voilà, il y a des personnes qui viennent dire qu'ils ne voient rien sur le terrain. C'est tellement paradoxal que bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Alors, mais pour ce qui concerne de manière tranchée la question du vote des Burkinabés de l'extérieur, nous, dès notre sortie, au niveau de l'opposition burkinabé, il y a deux tendances. Il y a la CODER, il y a en fait les partis politiques affiliés au CEFOB. Nous sommes un parti politique qui a demandé notre adhésion au CEFOB. Nous attendons en fait la réponse, mais même avant cette réponse, nous estimons que nous allons dans la logique en fait du CEFOB. Nous avons eu à rendre une visite de courtoisie au chef de file de l'opposition, lui présenter nos respects, nous présenter officiellement, et nous avons eu une très belle rencontre. Alors, le CEFOB s'est déjà prononcé sur cette question et le CEFOB souhaite de manière officielle la participation des Burkinabés en fait, de l'étranger au regard de leurs droits vis-à-vis de la nation burkinabé, de leurs droits civiques. Mais nous disons également, au-delà de cette question, que les Burkinabés qui sont au nord méritent également de voter. Est-ce que ces Burkinabés pourront voter? Cela n'est pas dit. Vous avez des doutes? La question sécuritaire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La question sécuritaire, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions? Il y a la question sécuritaire. Tous les jours, il y a des morts. Pratiquement tous les jours, en tout cas, il y a des morts. Ça pose un problème. Et on a l'impression que vraiment au Burkina, bon, par moments, on oublie très rapidement, mais nous, cette question du terrorisme et la question sécuritaire, nous prenons ces questions véritablement au sérieux parce que ce sont des Burkinabés qui sont touchés. Ce sont nos frères burkinabés, nos sœurs burkinabés, nos pères et nos mères, et nous, ça nous pose un problème. Il faut qu'on arrive à résoudre l'ensemble de ces questions. Avec l'ensemble des Burkinabés, justement. On est en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Laurent Gbagbo. C'est une personnalité politique que je n'ai pas... j'ai eu l'opportunité de rencontrer, mais je ne l'ai pas encore rencontré physiquement pour un échange direct et franc. Sinon, c'est une personnalité politique pour laquelle j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect au regard du fond, de sa contribution. Il contribue énormément, mais un homme, c'est aussi du positif en fait, et du négatif. L'homme a ses manières, il a son caractère, mais c'est à lui et c'est comme ça. Mais pour ce que je sais, il a beaucoup d'idées, que par moments, il est dit tout simplement à certaines personnes, vous m'avez copié en fait cette idée, vous m'avez pris ceci, cela, mais au regard de sa contribution, en tout cas, nous souhaitons qu'il puisse continuer à contribuer. Et Paul Kabatieba, Premier ministre? Paul Kabatieba, de manière vraie, on nous a dit qu'il y a des experts qui devaient venir de la BCEAO au regard de leur parcours, de leur expertise pour aider le Burkina. Nous n'avons pas en tout cas l'impression aujourd'hui que nous avons un Premier ministre qui peut conduire le Burkina Faso vers une sortie, vers une destinée rêvée. Nous n'avons pas cette impression. Et nous le disons de manière tranchée. Ce n'est pas parce qu'en tant que Paul Kabatieba, il est notre aîné d'âge. Donc nous avons du respect avant tout pour sa personne. Mais nous devons porter également des critiques vraies de fond. Nous ne sentons pas la primature, nous ne sentons pas la machine. Pour terminer, Roch-Marc Christian Kaboré, président de Faso. Alors, Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons eu l'opportunité, malgré notre jeunesse, de rencontrer cet aîné, qui a 61 ans en 2018. Je pense le mois passé, nous profitons de cette émission, même si nous n'étions pas là en fait ce jour, de lui souhaiter en fait joyeux anniversaire pour cela, de lui souhaiter en fait longue vie. Nous savons que l'homme a un cœur, l'homme a un très bon cœur. Mais nous pensons qu'au regard de l'évolution au Burkina Faso, peut-être qu'il n'est pas suffisamment entouré de patriotes. Parce que nous ne sentons pas de changement dans ce pays. Merci. Je vous remercie, M. Aubin Diebré.
de nous avoir invités, de nous avoir laissé l'opportunité de nous exprimer sur des questions essentielles de la vie de notre nation. Nous sommes déjà sur la scène politique. L'avenir vous dira si nous sommes crédibles ou si nous ne le sommes pas. Mais pour l'heure, je dis à l'ensemble des Burkinabés, à l'ensemble de la jeunesse, de se préparer, de rester engagé, de s'investir davantage dans la gestion de la chose publique, dans la gestion, dans les questions de gestion de leur nation, de leur pays, que ce soit pour 2020 ou pour toute autre année, de s'investir davantage. Parce que à 70% de la population burkinabé, l'avenir de ce pays repose essentiellement sur la jeunesse, qu'on le veuille ou non. À l'ensemble des Burkinabés, je les témoigne toute ma gratitude pour leur esprit de tolérance, pour leur esprit de solidarité et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci à vous d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous le docteur Aristide Ouedraogo. Il est le président du Front patriotique pour le renouveau, ce nouveau parti politique qui vient de faire donc son apparition sur la scène politique avec des ambitions pour 2020. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Un bonsoir particulier à nos compatriotes vivant aux États-Unis. On reçoit en tout cas vos messages. Merci et bonne soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.